On dit souvent qu'il ne faut pas fantasmer l'intelligence artificielle, qu'IA et science-fiction, ça ne fait pas bon ménage, que ce n'est pas sérieux. Eh bien aujourd'hui, on va plonger en plein dedans les amis. Vivons-nous dans la matrice? L'IA peut-elle un jour développer sa propre conscience et se retourner contre l'humain? Depuis 20 ans, les forums américains comme Reddit sont en ébullition et développent des théories plus effrayantes les unes que les autres. Avec Senawak, plongez avec nous aujourd'hui dans l'iceberg des théories existentielles les plus terrifiantes sur l'IA. Bienvenue sur Esprit IA les amis, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle pour les professionnels et les passionnés. Je suis Alexandre et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Senawak, conteur de l'étrange et surtout vidéaste de renom que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur sa chaîne YouTube qui est excellente. Je t'avais découvert Senawak avec ta vidéo sur les théories existentielles qui était tout juste exceptionnelle. Comment vas-tu cher ami? Bah écoute, ça va très bien Alexandre, merci. Et merci pour la présentation, l'introduction, etc. qui était très très cool, qui fait chaud au cœur. Eh bien écoute, pour moi c'est vraiment un honneur de t'accueillir aujourd'hui sur cette émission. Est-ce que tu veux te présenter un peu plus pour les auditeurs qui vont te découvrir aujourd'hui? Alors bah tu m'as bien présenté encore une fois, mais oui bah je suis sur YouTube, hein, donc sur la chaîne Senawak, ou qu'on peut prononcer aussi Knawak, ça dépend, ou Sinawak aussi, c'est une bonne, ça dépend des goûts en fait, hein, mais bon, Senawak de base, et puis bah c'est une chaîne où je parle de mystère, du web, d'horreur, et puis aussi de théories dingues et flippantes. Donc un peu comme celle que j'ai abordée dans l'iceberg de l'horreur existentielle auquel tu faisais référence. Et des théories dingues et flippantes, notamment qui ont trait à l'intelligence artificielle et à tout ce que toi, tu connais particulièrement. Et donc, bah, écoute, je suis très content d'être là pour discuter ces thèmes un peu flippants autour des IA. Bah oui, effectivement, on dit souvent, hein, c'est ce que je disais en introduction, que c'est pas sérieux en fait de mêler science-fiction et intelligence artificielle, mais par la force des choses, c'est ce qui s'est passé dans la fiction, dans les romans, depuis des décennies et des décennies. Et en fait, il faut connaître les principales théories en fait existentielles de science-fiction sur l'intelligence artificielle parce que ça nourrit l'imaginaire collectif. On va pas vous dire ce soir si elles sont vraies ou fausses, c'est pas le sujet de l'émission, mais c'est juste de vous les exposer, chers auditeurs, et vraiment de rentrer en profondeur dans quelles sont les principales théories vraiment sur l'IA qui existent aujourd'hui et les démystifier. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Senawak, j'en profite pour appeler les auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Encore une fois, on est en train vraiment de monter. On a plein de belles émissions qui se profilent, notamment une émission sur la réglementation sur l'IA là, qui vient de sortir, l'AI Act, donc on en parlera prochainement, mais également plein d'autres sujets. Laissez un 5 étoiles pour nous soutenir. Et puis, vous pouvez nous soutenir également sur Tipeee. Vous avez le lien en description. Je ne vous embête plus, c'est parti, on passe tout de suite, chers auditeurs, au tour du monde de l'IA. Senawak, j'ai choisi pour aujourd'hui des actus qui sont en lien évidemment avec le sujet du jour. On va commencer par parler de Pookie Park. Alors, Pookie Park, c'est une publicité des années 1950 pour un parc d'attractions. Je fais écouter tout de suite un extrait aux auditeurs. Ladies and gentlemen, step right up and experience the wonder of Pookie Park. But beware, when the park siren sounds, it's time to run for your lives. The chase is on. Excitement is at a whole new level when the puppets start chasing you. Alors, comme vous pouvez l'entendre, cette publicité pour un parc à thème présente des marionnettes géantes qui sont entourées d'enfants, mais on se rend vite compte qu'elles sont en réalité assez effrayantes. On a une vidéo en noir et blanc qui tourne, je vous mettrai le lien en description, et tout d'un coup, au son d'une sirène, les marionnettes se mettent à poursuivre les visiteurs avec une intention qui est vraiment inquiétante. Ça nous prend aux tripes. Et le twist horrifique, c'est qu'on se rend compte dans cette publicité qu'une fois capturés, les visiteurs sont transformés en marionnettes, perpétuant le cycle de terreur. Alors pourquoi je vous dis ça, chers auditeurs? Tout simplement parce que c'est une pub de plusieurs minutes avec un audio très bien fait qui a été généré à 100% par l'intelligence artificielle et qui fait vraiment froid dans le dos. Et en fait, tout ça, ça a été fait à 100% par l'IA. C'est inspiré d'une pub d'Alice au Pays des Merveilles de 1933 et c'est une création créée à 100% par ChatGPT pour
l'imagination, l'inventivité, les dialogues, ce qu'on peut apporter à la publicité. Midjourney pour la génération d'images et Runway, vous le savez, l'IA qui en fait prend des images notamment de Midjourney et qui est capable de les passer en vidéo. Et c'est uniquement comme ça qu'a été créée cette pub à 100% par intelligence artificielle qui fait vraiment très peur. Alors comment tu perçois toi Sienawak, déjà qu'est-ce que tu as pensé de cette pub et comment tu perçois en fait l'utilisation de l'IA pour créer en fait des concepts horrifiques comme Pookie Park? Est-ce que ça te fait pas froid dans le dos toi aussi? Alors pour le coup, j'ai trouvé très très fun cette vidéo, c'est un petit court-métrage en fait, et horrifiant évidemment, tu vois, mais bon, c'est justement ce côté où c'est très je trouve ça réussi, qui fait que je l'ai trouvé fun. Bon bref, mais j'aime bien l'horreur de base aussi, donc ça explique le ressenti. Mais sur ce que permettent de faire les IA génératives, je trouve effectivement que c'est bluffant. Par exemple, à ce qui était possible il y a 1 an, on a fait des progrès quand même assez fous. Et d'ailleurs, ça me rappelle, j'avais vu passer ça, je crois, sur Twitter, quelqu'un qui disait que finalement, le futur de l'entertainment, ce qui pourrait remplacer Hollywood, ce serait la possibilité de créer des films sur mesure. Limite un film où tu es le héros, donc tu rentres chez toi le soir et tu dis à ton IA générative qui est connectée, je sais pas, à ton Apple TV ou un truc comme ça, vas-y, crée-moi un film d'action où je suis, je sais pas, un agent secret qui séduit Nathalie Portman, durée 1h20 avec beaucoup d'explosions, limite une scène de baiser intense, et puis voilà, tu te dis que tu pourrais avoir dans le futur, alors je sais pas d'ici combien de temps, tu vois, mais dans un futur à moyen terme, quelque chose, des résultats qui soient assez satisfaisants à ce niveau-là, quoi. Et alors, encore une fois, je sais plus qui disait ça exactement, mais c'était quelqu'un qui s'intéressait à la fois à l'IA et puis à tout ce qui est l'entertainment, qui disait que ça pourrait être finalement une remise en cause. Ça pourrait menacer le système aujourd'hui d'Hollywood. Alors ça renvoie aussi aux grandes discussions et aux grèves qu'il y a eu sur des scénaristes. T'as certainement vu passer ça par rapport justement à l'encadrement de l'IA. Donc avec tous les problèmes que ça pose, évidemment. Mais je trouve que les possibilités que ça ouvre, elles sont quand même vachement, elles sont fascinantes en fait. Oui, tu as raison. Il y a l'auteur, notamment Raphaël Douane, qui a en fait écrit un livre d'histoire uchronique en fait. Si Rome n'avait pas chuté, où en fait ChatGPT imagine comment concrètement Rome aurait fait pour ne pas chuter à l'époque, et quel aurait été le scénario le plus plausible en fait pour que finalement l'Empire romain ne tombe pas en déperdition et continue à subsister en connaissant une nouvelle révolution technologique. Et en fait, tout ce potentiel de l'IA générative a amené en préface Raphaël Douane à dire qu'effectivement, on pourra arriver plus tard en fait à des vrais films où on aura juste à taper un prompt quand on rentre chez nous le soir en disant je vais regarder un film avec Louis de Funès et Jack Nicholson en même temps dans l'ambiance de Shining et avec des musiques d'un grand compositeur de cinéma. Donc en fait, tout ça, c'est potentiellement possible plus tard et du coup, ça soulève énormément d'interrogations du côté des scénaristes, on l'a vu à Hollywood, mais également des acteurs qui demandent à ce que leur image qui serait utilisée en fait par une IA leur apporte quand même une rémunération et ne le fasse pas de n'importe quelle manière, que ça soit sur la base de leur consentement, etc., etc. Donc, il y a vraiment des craintes qui peuvent être suscitées du côté d'Hollywood, mais on a un potentiel dingue et notamment pour l'horreur. On imagine les films d'horreur plus tard qui seront vraiment à la carte et qui pourront s'adapter aux horreurs profondes qui sont suscitées dans l'âme de chacune des personnes. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses vis-à-vis de l'horreur et un potentiel assez incroyable. Oui, en tout cas, cette petite pub, effectivement, elle est bien horrifiante, quoi. C'est pour ça, franchement, c'était très bien choisi et était très très cool. Et pour aller encore un petit peu un petit peu plus loin dans l'idée, tu vois, justement du prompt, parce qu'en fait là, comme tu le décris, c'est limite un prompt comme dans Midjourney, tu vois, en prenant différents éléments. Alors encore une fois, on rentre pas dans le débat de l'utilisation, du pillage, du travail des artistes, etc., qui est une vraie question quand même derrière. Mais juste sur ce que ça permet de faire. Je me disais ça, tu vois, dans le petit scénario. Enfin, en tout cas, cette idée-là, imagine que tu aies ça en réalité virtuelle, avec non pas, tu vois, un film à regarder, mais quelque chose un peu en mode simulation. C'est-à-dire, tu vois, un scénario
dans lequel t'oublies finalement que t'es plongé dans un monde virtuel, donc t'oublies le monde réel, et t'as l'impression de vivre et de ressentir l'aventure, ou tu vois, le film, tu vois, le scénario préétabli, de manière, tu vois, totalement subjective. Et ça me rappelle pour le coup la série Rick et Morty, où t'as une idée qui se base exactement sur ça. Je crois que le jeu vidéo s'appelle Roy, une vie bien vécue, où en fait Morty joue toute une vie d'un personnage, et puis voilà, se réveille à la fin du jeu en revenant en fait à lui, tu vois. Et ça, c'est alors, on en parlera après, hein, mais c'est une des façons de voir en fait la simulation informatique, l'idée de la simulation informatique, quoi. Ouais, effectivement, Et bah, tiens, du coup, ça anticipe un peu ce qu'on se dira tout à l'heure, mais ça fait partie des principales théories, la théorie de la simulation, et j'ai hâte que justement on puisse appuyer sur toi pour en découvrir davantage. Pour conclure sur cette actu, rien de plus à dire, simplement découvrez Pookie Park, on vous mettra du coup le lien en description. C'est assez bluffant. On va passer quand même tout de suite à l'actu la plus passionnante. Vraiment, et vraiment, elle vient de sortir au moment où on enregistre. Et là, ça suscite énormément de craintes existentielles aussi. On suivait le sujet depuis longtemps. C'est Elon Musk. Elon Musk et Neuralink qui viennent de réaliser une prouesse, l'implantation pour la première fois d'une puce Neuralink appelée télépathie chez un humain. Donc on connaissait, je pense que tu l'as vu aussi, c'est Nawak, la vidéo du singe qui joue à la console avec son cerveau uniquement grâce à cette puce, sans manette, et c'est officiel après une autorisation qu'il y a eu il y a quelques semaines maintenant de la FDA, donc l'autorité de contrôle américaine. Eh bien, on vient d'avoir Elon Musk qui nous annonce qu'un humain vient d'être implanté de cette puce télépathie. Et apparemment, il récupère en plus assez bien de cette chirurgie qui est quand même très très lourde et invasive. Donc pour le moment, l'objectif, c'est uniquement de pouvoir en fait permettre à cet humain de contrôler une machine, un smartphone, un ordinateur, via son cerveau, sans avoir besoin d'utiliser ses mains. Et donc c'est notamment pour les personnes handicapées, démembrées. L'objectif à terme va encore plus loin, c'est de créer des impulsions cérébrales et neuronales grâce à ces puces minuscules pour résoudre même des maladies qui aujourd'hui en fait font l'objet d'une méconnaissance quasi totale en fait de la médecine, à savoir la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer qu'on ne sait pas expliquer. Alors qu'est-ce que tu penses toi du potentiel de Neuralink, Senawak, et est-ce que t'es hypé par cette nouvelle? alors je pense que c'est déjà effectivement très très c'est une grosse avancée, je suppose, hein, pour le coup, voilà, enfin c'est une grande nouvelle. Je comprends que tu aies voulu l'inclure dans les actus à discuter. Pour moi, ça fait directement référence à la théorie, à la philosophie même, on pourrait dire, du transhumanisme, qui est donc l'idée d'augmenter l'humain par la machine en fait, et limite même de fusionner l'esprit humain avec l'intelligence artificielle. Et je pense que là, c'est une sorte de premier pas dans cette direction. Et après, pour le coup, Elon Musk en a déjà parlé à de nombreuses reprises, hein, voilà, évidemment. Mais pour lui, finalement, c'est le transhumanisme, le fait d'intégrer l'IA à l'humain, c'est ce qui va nous permettre de ne pas être complètement dépassé par par l'intelligence artificielle, et de rester entre guillemets pertinent face à la machine. Donc je pense que pour lui, ça va dans cette perspective-là. C'est intéressant. Après, je suis pas spécialiste du sujet, hein, mais effectivement, je suppose que c'est une grande avancée pour le coup, quoi. C'est vrai qu'on peut toujours se demander si c'est un discours marketing ou pas de Elon Musk. Il a beaucoup alerté sur les risques existentiels de l'intelligence artificielle en disant qu'à terme, une intelligence artificielle pourra dépasser l'intelligence humaine et que du coup, les humains risqueraient d'être confrontés à cette IA surpuissante et que le seul moyen en fait de pouvoir rivaliser avec cette intelligence artificielle serait la neuro-augmentation. Mais ça peut aussi être évidemment un discours marketing pour Neuralink. En tout cas, force est de constater qu'il avance sur ses ambitions, sur ses projets. Pour préparer l'émission, je me suis permis de lire en fait le livre Super Intelligence de Nick Bostrom, qui est vraiment un livre très réputé au niveau de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle générale, les capacités d'intelligence humaine. Et il y avait tout un passage sur les puces où on se rend compte que Nick Bostrom est assez anti-puce, on va dire,
dans le sens où, pour lui, il y a quand même beaucoup de risques. Il nous dit « Il existe des risques non négligeables de complications médicales quand on implante des électrodes dans un cerveau, des infections, un déplacement de l'électrode, une hémorragie, une perte cognitive. L'illustration la plus éloquente à ce jour des bénéfices de la simulation cérébrale est le traitement de patients atteints de la maladie de Parkinson. L'implant est facile à mettre en face puisqu'il ne communique pas avec le cerveau mais remplace la stimulation électrique naturelle du noyau sous-thalamique. Une étude sur les patients traités par des implants cérébraux profonds montre chez eux, et non chez des patients d'un groupe contrôle, une réduction de la fluidité verbale, de l'attention sélective, des problèmes pour nommer les couleurs et pour la mémoire verbale. Les sujets traités se plaignent aussi de problèmes cognitifs. Donc on voit qu'en tout cas, ce livre qui a été écrit il y a 10 ans mettait quand même en avant pas mal de risques au niveau de la neuro-augmentation. C'est des risques qui, en tout cas, pour le moment, ne sont pas présentés côté Neuralink. Elon Musk est en train de nous dire que l'humain qui a été implanté est en train de bien récupérer manifestement. À mon avis, c'est quand même soumis à de forts contrôles, mais on peut se demander si le jeu en vaut la chandelle. Ah oui, clairement. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. J'avais cru lire quelque part, je sais pas si tu as plus d'infos là-dessus, mais sur les singes qui ont eu des puces implantées comme ça, combien sont morts, combien ont survécu? Écoute, bonne question, je suis pas au courant, mais si des spécialistes chez les auditeurs le savent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous avez le moyen de commenter en description de ce podcast. Et n'hésitez pas à nous apporter l'information, on serait vraiment intéressés, puis même d'en débattre par la suite. Donc n'hésitez pas. Écoute, Senawak, assez parlé d'actualité, je te propose qu'on passe tout de suite à la raison pour laquelle tout le monde écoute le podcast, à savoir le rendez-vous expert. Senawak, je te le disais, je t'ai connu notamment grâce à ton superbe iceberg sur YouTube sur les théories existentielles, où notamment tu as abordé un certain nombre de théories sur l'intelligence artificielle. C'est une vidéo incroyable dont j'invite tous les auditeurs à l'écouter, parce que c'est vraiment en fait une vidéo qui appelle à de la réflexion, c'est des jeux de l'esprit, c'est des exercices de pensée. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, mais vraiment dédié au sujet de l'intelligence artificielle. Et pour commencer, évidemment, avec la théorie la plus connue, mais qu'il reste encore à expliquer aux auditeurs aujourd'hui, c'est la théorie de l'intelligence artificielle générale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une théorie qui fait débat. On a des gens qui nous disent que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente et ne le sera jamais. Et on a d'autres personnes qui nous disent qu'un jour, l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle, bon, il y a plusieurs définitions, mais qui soit aurait conscience d'elle-même, ou soit serait tout simplement capable de surpasser l'homme sur tous les plans, eh bien, émergera. Alors toi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette théorie, qui est en lien aussi avec le sujet de la singularité technologique, et nous dire ce que tu en penses ? Ouais, bah avec grand plaisir. Alors je m'intéresse beaucoup au sujet, mais bien sûr, je suis pas un scientifique ou même un éthicien ou quelqu'un qui soit expert dans ce domaine-là. Mais évidemment, ça m'intéresse énormément et je me suis pas mal renseigné sur le sujet. Et donc tu l'as bien expliqué, l'intelligence artificielle, enfin l'AGI quoi, Artificial General Intelligence, ce qui est la manière en fait de l'appeler de manière générale, c'est cette intelligence qui serait pas limitée à un champ de compétences, comme par exemple c'est le cas pour Midjourney qui est sur les créations graphiques, ou sur ChatGPT qui est qui fait de la génération de texte. Donc cette intelligence générale, c'est une IA qui est capable en fait de faire tout ce qu'un humain est capable de faire, et surtout qui est capable de le faire mieux que n'importe quel humain. Et là tout de suite ça devient un peu flippant, parce que tu te dis que si tu as une intelligence comme ça qui est plus compétente, mais que le meilleur des ingénieurs, le meilleur des physiciens, des médecins ou des avocats du monde, ça va mettre quand même beaucoup de monde au chômage, quoi. Enfin, ça risque de poser quand même des problèmes. Et d'ailleurs, même, ça se limite pas forcément au champ technique, etc. On l'a vu, notamment avec Midjourney, que les arts aussi sont, entre guillemets, peuvent être pas surpassés, mais en tout cas, la machine peut se distinguer et créer des choses absolument incroyables, en fait. Personnellement, je pensais que les arts, ce serait la dernière chose qui serait
qui serait atteint par l'IA en fait, qui risquerait d'être remplacé. Je pense qu'il y a quelques années, c'était encore le discours qu'on entendait, que les métiers créatifs, etc., ne seraient pas en fait menacés par l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle ne serait pas capable en fait de se montrer entre guillemets créative. Et là, quand même, ce qu'on voit en ce moment, c'est assez bluffant, que ce soit au niveau de la musique ou au niveau du texte évidemment, et puis de l'image. Il y a quand même des trucs assez fous qui se passent, quoi. Mais donc c'est ça en fait ce qu'il faut se dire, l'intelligence artificielle générale, c'est celle qui est meilleure que l'homme sur tous les plans, grosso modo. Et c'est une intelligence qui, rapidement, je pense en tout cas, nous comprendra mieux, nous et notre environnement, qu'on ne se comprend nous-mêmes. Et si on part du principe que cette intelligence, elle est capable de s'auto-améliorer, non pas au rythme des humains, mais à celui des ordinateurs, alors on peut imaginer que que cette intelligence va générer des versions améliorées d'elle-même à un rythme incroyable, tout simplement, et que ce processus va s'emballer. Et c'est là qu'on arrive sur le concept de singularité, en fait, hein, dans une sorte d'explosion d'intelligence. C'est comme ça qu'elle est souvent décrite. Et donc, pour répondre un petit peu aussi à cette question-là par rapport à la singularité, ou alors tu veux peut-être la présenter, d'ailleurs, je sais pas si tu voulais peut-être revenir là-dessus. Non, vas-y, je t'en prie. Nick Bostrom parle de justement boucle d'auto-amélioration, c'est-à-dire qu'on aurait un modèle en fait qui arriverait à atteindre enfin l'intelligence, soit une intelligence équivalente à l'humain, soit une intelligence qui soit déjà supérieure à l'humain, et qui en fait ait les capacités de s'auto-améliorer via des boucles d'auto-amélioration, en analysant ses propres failles, en analysant ses points forts, ses points faibles, et en réussissant à s'auto-améliorer de manière continue, mais à la vitesse d'une machine, et de plus en plus rapidement, et donc du coup à atteindre une explosion d'intelligence, comme tu le disais très très bien. Je remarque qu'aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui sont réfractaires, qui interviennent sur les réseaux sociaux, qui interviennent dans les médias pour dire que l'IA n'est pas intelligente, ce qui n'est pas forcément faux. Aujourd'hui, on sait ce qu'est l'IA générative, on sait que ce sont des modèles qui sont probabilistes et qui ne comprennent pas fondamentalement ce qu'ils écrivent. Mais en fait, j'ai envie de dire, le résultat est le même. On voit que la révolution de ChatGPT existe bel et bien, qu'elle est vraiment capable de concurrencer certains métiers, que sur le domaine, tu le disais très bien, des arts, avec la génération d'images qui est en train de s'améliorer de plus en plus, la génération de vidéos qui est en train de se faire de plus en plus également, en fait, on a une sorte de créativité qui est apportée par l'IA. Certains diront que ce n'est pas de la créativité parce que l'IA ne fait que réexploiter toute la base de données qu'elle a pour s'en inspirer et créer quelque chose de nouveau. Moi, j'ai envie de dire, c'est ce que l'homme a toujours fait aussi, hein, s'inspirer de ce qui a été fait par ses ancêtres pour apporter des nouveautés ou recapitaliser sur ce qui a été fait auparavant. Et en réalité, aujourd'hui, beaucoup de réfractaires qui nient la révolution technologique de l'IA qu'on est en train de vivre aujourd'hui auraient qualifié, il y a quelques années encore, ChatGPT des GI. Alors, très très intéressant, hein, la chose sur laquelle tu reviens quand même, sur le processus créatif, moi il y a quand même un truc qui me marque vraiment là-dessus, en fait, c'est que limite la créativité, c'est vrai que les IA, enfin Midjourney, on va prendre Midjourney ou Stable Diffusion ou les quelques IA génératives d'images comme ça, effectivement reprennent le travail, sont entraînés sur des tonnes de créations humaines avant. Alors c'est vrai que les artistes ont toujours bâti sur quelque chose d'existant. Mais là où je trouve en fait, où finalement il y a peut-être une créativité dans l'IA, c'est justement dans le côté horrible, le côté un peu, tu vois, malaisant, tu vois, de ce que l'IA peut générer. Et on le voit bien dans le Pookie Park. On le voit bien dans Pookie Park, hein, justement, qu'il y a ce truc-là, tu vois, les visages qui se déforment un peu. C'est comme sur Midjourney aussi, les mains avec 8 doigts, tu vois, ce genre de truc-là. Là, qui pour le coup, entre guillemets, sont la création de la machine, quoi. Ça, c'est vraiment... Tu vois, on parle de analog horror ou analogic horror pour faire référence, en fait, à l'esthétique un peu années 80 ou 90, tu vois, de la VHS, des effets comme ça, un petit peu, tu vois, de grains et enfin un petit peu glitché qu'on peut retrouver, et c'est un truc qui est très utilisé notamment
Bah moi j'utilise assez régulièrement dans mes vidéos par exemple. J'aime bien utiliser une certaine texture VHS, faire des transitions un peu glitchées, etc. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'analogue horror, quoi. Là je me dis que finalement il y a une sorte de AI horror, tu vois, qui existe aussi finalement. Et le Pookie Park, s'il était réalisé par des humains seulement, il serait moins angoissant parce que justement il aurait pas ce côté bizarre en fait qui est sorti voilà de l'esprit avec des triples guillemets, hein, mais de l'esprit entre guillemets d'une machine, tu vois. Et bon, ça m'inspire ça comme comme réflexion et je trouve ça vachement intéressant. Et pour revenir sur le truc de la singularité et le fait que justement la boucle d'auto-amélioration explose et en fait nous laisse sur le carreau, c'est exactement ça le concept de singularité. Enfin, tu sais, en physique, en fait, la singularité, d'après ce que j'ai compris, hein, si quelqu'un veut l'expliquer mieux que moi dans les commentaires, par exemple, bah, c'est toujours bienvenu. Mais pour moi, le concept de singularité, ce que j'en ai compris, c'est qu'en physique, en tout cas en physique, c'est le moment où les lois connues cessent de s'appliquer. Comme par exemple au cœur d'un trou noir. Et en fait, au niveau de la technologie, de la singularité technologique, eh ben, ce concept fait référence au progrès incroyable de l'IA et à l'emballement des machines qui mène à une situation où l'humain, perd de vue ce qu'elles font en fait. Ça devient un trou noir aussi parce qu'on n'est plus en mesure de comprendre ce que font les machines. Bon, encore une fois, tout ça c'est théorique, mais en tout cas c'est au cœur du concept de singularité, qui lui-même, la singularité, ne peut se produire qu'à partir du moment où il y a une intelligence artificielle générale. Et donc, bah, c'est juste pour conclure sur le fait que bah, c'était ça le risque existentiel. Alors, j'en parle dans la vidéo l'iceberg, mais c'est aussi ce que bah, des gens comme Elon Musk, Bill Gates ou Stephen Hawking aussi avaient évoqué. En fait, c'est contre ça, contre ce concept-là, en fait, c'est là où est la menace existentielle pour l'homme, en fait. Bah totalement, et en fait c'est pour ça qu'on a d'ores et déjà un grand nombre de scientifiques qui œuvrent en fait à ce qu'on appelle l'alignement des IA avec les valeurs humaines pour s'assurer que en fait les IA ne se retournent pas contre l'humain, dans le sens où les IA devraient respecter nos valeurs fondamentales, nos valeurs éthiques. C'est la tentative qui essaye d'être faite au niveau européen, notamment avec l'AI Act, même si ça reste encore limité sur ce type de thématique liée à des intelligences artificielles générales. Mais voilà, peut-être que c'est trop alimenté par la science-fiction. Moi, j'ai en tête des films comme iRobot, par exemple, mais une intelligence artificielle générale qui, demain, pourrait se retourner contre l'humain. Est-ce que, toi, c'est une crainte que tu as ? Ah bah pour le coup, oui. Je pense que c'est la crainte numéro 1 à avoir à partir du moment où on pense que bah, l'intelligence artificielle générale est possible. Ce qui est, pour moi, c'est mon cas. Enfin, je vois pas pourquoi une telle intelligence serait pas capable, en fait, d'émerger. Même si après, encore une fois, quand les débats par rapport à l'intelligence en tant que telle, déjà il faudrait savoir définir ce que c'est que l'intelligence. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de raison, enfin il n'y a pas forcément de définition qui soit bien établie sur ce que c'est que l'intelligence. La conscience, le cerveau humain, c'est quand même une des boîtes noires de la connaissance humaine, de la science, parce qu'on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne tout ça, quoi. Et donc tu parles de iRobot, superbe film d'ailleurs, enfin moi perso c'est un grand film de SF je trouve, qui se base sur une nouvelle d'Asimov, qui a lui-même défini les lois de la robotique. Et les lois de la robotique servent justement à empêcher que les robots se retournent contre les humains. Alors, pour le coup, je les ai sous les yeux, hein, ces 3 lois, et elles énoncent ceci. La première loi, c'est que un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a une scène dans le film iRobot où le robot décide de sauver Will Smith au lieu de sa fille, quelque chose comme ça. Enfin bon, en tout cas, c'est ce qu'il fait. Le robot ne reste pas passif, il doit sauver l'être humain. Bref. La deuxième loi, c'est qu'un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi, c'est-à-dire qu'elles mettent en danger un autre être humain. Et la troisième loi, c'est un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que en fait, l'IA générale, si un jour elle arrive, elle serait dépourvue, a priori, d'émotions. Elle ne serait pas en capacité de ressentir. Donc, ce ne serait même pas de la rancœur vis-à-vis de l'humain lorsqu'elle se hisserait et se dresserait contre l'humain. Ça pourrait être tout simplement un choix purement rationnel. Et donc, on arrive notamment sur la théorie des trombones,
que tu as expliqué dans une de tes vidéos. Est-ce que tu souhaites nous en parler un petit peu? Alors oui, carrément. De manière générale, la théorie, l'alignement sur les valeurs humaines, c'est, comme tu l'as dit, je vais prendre plutôt un exemple un peu bête. Mais on élève des vaches, nous, pour leur lait et leur viande. On le fait dans notre intérêt, pas dans le leur. Et si on leur apporte un certain confort, tout relatif, c'est surtout pour s'assurer qu'on produise des produits de qualité, de la viande qui soit pas trop stressée, etc., etc. Donc là, on a deux formes de vie avec des valeurs, des intérêts qui divergent. Les humains d'un côté, les vaches de l'autre. Maintenant, si on imagine que du point de vue de l'IA, notre capacité intellectuelle, c'est l'équivalent de celle d'une vache pour nous, ou pire, de celle d'une fourmi, on peut se dire que finalement, les IA vont peut-être nous voir comme une forme de vie et d'intelligence très primitive. Et d'ailleurs, on pourrait d'une certaine manière dire qu'il y aurait quelques arguments qui vont dans ce sens-là, quoi. Finalement, c'est vrai que les humains, on passe quand même une bonne partie de notre temps à s'entretuer, à détruire l'environnement, etc., etc., d'être un peu nuisibles les uns pour les autres, et puis vis-à-vis des espèces avec qui on cohabite. Bref, c'est pas ce que je pense, mais peut-être qu'une IA super intelligente pourrait voir cet aspect des choses aussi que nous, on veut pas voir parce que c'est pas dans notre intérêt. Donc si une IA élabore des plans en tant que super intelligence, dont la portée nous échappe complètement, comme nos plans échappent complètement à la fourmi, quoi, aux fourmis, et que si cette IA donc suit des valeurs qui divergent des nôtres, encore une fois, on a du mal à les imaginer parce qu'on part du principe que ce serait une super intelligence, etc. Mais elle pourrait décider, par exemple, que nous sacrifier, c'est un coût raisonnable en fait pour parvenir à ses objectifs. Comme nous, on décide par exemple de tuer la vache parce que c'est justifié parce qu'on va la manger, ou comme les ingénieurs qui bétonnent une autoroute n'hésitent pas à détruire une fourmilière qui se trouve sur le tracé des voies. Donc ça, c'est une image assez récurrente d'ailleurs quand on parle de ce genre de sujet. L'image de la fourmilière sur l'autoroute, effectivement, les humains, on n'hésite pas une seconde à détruire la fourmilière. Et on pourrait se dire, peut-être que l'IA justement aurait le même type de considération vis-à-vis de nous que nous on en a vis-à-vis des fourmis. Bref, c'est pour éviter de ce genre de situation que certains chercheurs insistent sur la nécessité de veiller à l'alignement des valeurs de l'IA avec celles des humains. Et donc il y a par exemple Eliezer Yudkowsky qui parle beaucoup de ce sujet, et un de ses exemples, et je reviens à ce que tu disais justement, c'est celui d'une IA qui est configurée pour diriger une usine à trombone. Et ce qu'il dit, en fait, c'est que sans alignement des valeurs, elle pourrait décider de faire un peu feu de tout bois et de consumer l'ensemble de la planète pour construire un maximum de trombones. Elle pourrait se dire, par exemple, que chaque atome qui est disponible, biosphère et humain compris, peut servir à faire plus de trombones. Et donc, l'IA pourrait exterminer toute la planète en poursuivant sa mission de produire le plus de trombones possible. Donc c'est pour grosso modo un petit peu présenter cette question de l'alignement des valeurs. Après il y a d'autres questions qui se posent aussi par rapport à ça. C'est comment faire en sorte d'intégrer ces valeurs dans des machines en fait. Comment faire en sorte que les machines nous suivent, un peu comme dans les lois d'Asimov, qui permettent de faire en sorte que les robots nous obéissent et puis ne cherchent pas, nous protègent aussi, quoi. Nous obéissent, nous protègent, quoi. Perso, j'ai du mal à voir comment on ferait pour aligner en fait la machine sur les valeurs humaines en fait. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à voir. Il y a des gens qui font qui consacrent leur œuvre à ça, genre Eliezer Yudkowsky, mais lui ce qu'il dit le plus souvent, c'est que pour l'instant, on fait n'importe quoi, que cette question de l'alignement des valeurs n'est pas prise en compte réellement, et que il y a des chances que lorsque la singularité se produise, l'espèce humaine y passe, quoi. Et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à Bill Gates et puis Stephen Hawking, Elon Musk, qui alertent sur ce risque existentiel. Là, on en revient au cœur du sujet. C'est presque, et c'est Yudkowsky qui prend encore une fois cette image, il dit c'est presque une loterie. Sauf que le problème, c'est que on n'a qu'un seul essai. En fait, grosso modo, si on laisse émerger une IA singulière qui décide de nous faire passer à la trappe, c'est game over pour l'humanité. On n'aura pas l'occasion d'essayer à nouveau, en fait. C'est-à-dire que si l'IA, l'AGI émerge, et qu'elle émerge, c'est une mauvaise AGI, qu'elle ne cherche pas à protéger les humains,
eh ben on aura joué le seul coup qu'on avait à jouer en fait. Et donc c'est ça en fait le grand danger. Et pour le coup, je suis complètement en accord avec ça. Je trouve que c'est très flippant comme potentialité. Mais c'est possible que juste là dans les programmes qui sont en ce moment menés, il y a OpenAI, etc. Qui l'ont dit, ils sont à la poursuite de l'intelligence générale, artificielle générale. C'est un des buts de Sam Altman et c'est un truc qu'ils pensent développer non pas dans des décennies, mais dans les années qui viennent en fait. Vu qu'il n'y a pas vraiment d'encadrement qui prennent assez au sérieux, en tout cas d'après Yudkowsky, qui prennent assez au sérieux cette menace existentielle, il y a un côté un petit peu loterie effectivement où on pourrait créer en fait la machine qui va nous détruire quoi. Tu fais très bien la transition et d'ailleurs j'allais te parler de Sam Altman pour finir sur le sujet de l'AGI. Avant ça, petit instant auto-promo. N'hésitez pas, encore une fois, chers auditeurs, à vous abonner à ce podcast, à laisser un 5 étoiles, parce que justement, on va apporter un élément de réponse lors de la prochaine émission avec un spécialiste de l'AI Act sur comment, en tout cas, l'Europe essaye de répondre à ce type de problématique, pas lié spécifiquement à l'AGI, mais plus lié à l'IA de manière globale, en essayant d'apporter un contrôle humain, en essayant d'apporter une supervision humaine, une explicabilité, des éléments de transparence qui, sous forme de réglementation, devrait s'appliquer dans toute l'Europe, un peu comme le RGPD. Donc ça, il y a un vrai projet de réglementation qui est aujourd'hui en train d'être mis en place et qu'on va vous décortiquer dans l'émission suivante. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Je reviens tout de suite sur Sam Altman. Il y a quelque chose dont tu as parlé dans une de tes vidéos, justement, sur YouTube, qui était extrêmement pertinent et intéressant. En fait, tu as réussi à retrouver un élément du blog de Sam Altman en 2013, je crois, où il parlait du paradoxe de Fermi. Alors, le paradoxe de Fermi, pour l'expliquer de manière très simple, mais tu pourras compléter si tu le souhaites, c'est l'idée de dire qu'il y a un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, en fait, vu qu'on est dans un univers et une galaxie qui sont infinis, on aurait déjà dû trouver des traces d'existence des aliens s'il y avait des autres formes de vie qui existaient dans l'univers. Et vu qu'on ne les a pas trouvées, c'est un paradoxe. Parce que vu qu'il y a une infinité de l'univers, on a une infinité de formes de vie qui devraient normalement exister. Et Sam Altman a proposé une réponse extrêmement terrifiante par rapport à l'AGI notamment, qui pourrait être un élément de réponse au paradoxe de Fermi. Tu l'as très bien expliqué, c'est ça le paradoxe de Fermi, c'est sa fameuse question « mais où sont-ils tous ?» Parce que, étant donné le nombre de planètes habitables, potentiellement habitables, le nombre d'étoiles, etc., normalement, l'espace devrait fourmiller de vie et de civilisation extraterrestre. Alors après, le paradoxe de Fermi, justement, c'est ça, c'est ce paradoxe que tu as bien expliqué. Et il y a plein de suppositions, il y a plein de théories, en fait, qui cherchent à l'expliquer. Ça va de l'idée de la Terre rare, qui serait que les conditions d'émergence d'une civilisation, en fait, seraient proches de zéro, en fait. Donc, ce serait même l'idée que l'être humain, finalement, serait peut-être quasiment seul dans l'univers, en tout cas dans la galaxie. Et puis il y a d'autres hypothèses, alors plus ou moins farfelues, on va dire, enfin pas farfelues, mais plus ou moins funky, quoi, qui vont du problème à voyager entre les astres, quoi, le problème du voyage interstellaire, qui serait peut-être une difficulté technique quasi insurmontable. En passant, jusqu'à d'autres hypothèses, notamment celle du zoo galactique, que je trouve plutôt rigolote, mais qui est prise au sérieux, évidemment, par ceux qui la défendent, mais qui serait que peut-être on serait placé dans une sorte de zoo, justement, par des extraterrestres, qui nous garderaient à l'abri, qui nous empêcheraient de voir ce qui se passe vraiment dans le reste de l'univers, tant qu'on n'a pas atteint un certain stade de développement, quoi. Et on pourrait imaginer qu'une fois que ce serait le cas, l'Alliance Galactique viendrait nous contacter pour nous faire entrer, siéger à l'Assemblée des Nations extraterrestres. Bref, tu vois le délire. Le truc de Sam Altman, c'est qu'il a effectivement publié en 2015, il me semble, sur son blog, son explication préférée à ce paradoxe. Et ce qu'il expliquait, c'est que son explication préférée, c'était que les civilisations avancées finissaient toujours par créer une intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle supprimait en fait ses créateurs et que pour une raison ou une autre, elle décidait ensuite de passer en mode silence radio.
Et ça, c'était son explication préférée. Donc c'est assez amusant ou un peu glaçant aussi quand on pense qu'aujourd'hui Sam Altman œuvre à la création des super intelligences. Donc Oui, voilà. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que 10 ans plus tard, Sam Altman qui nous expliquait que potentiellement les GI en fait seraient la source de la destruction de plein de civilisations extraterrestres, eh bien aujourd'hui il œuvre à son apparition. Bah ouais, c'est paradoxal, on va dire aussi, quoi. Bon, bref. Bon, je te propose qu'on remette les pieds sur Terre maintenant. On sort un petit peu du cosmos et de la galaxie, mais vous le voyez, hein, chers auditeurs, on est vraiment en train de plonger dans cet iceberg des théories les plus terrifiantes sur l'intelligence artificielle. Eh bien, admettons qu'on ait atteint les GI. Admettons que les GI soient atteintes. Cette GI serait en capacité, potentiellement, de pouvoir simuler eh bien, des réalités artificielles dans lesquelles nous vivrions, un petit peu comme dans le film Matrix. Et ça fait évidemment l'objet de toute une théorie qui s'appelle la théorie de la simulation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Senawak, est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Alors, la théorie de la simulation, elle a été tout d'abord proposée par Nick Bostrom, dont tu évoquais l'ouvrage tout à l'heure, donc dans un autre article, mais du même auteur. Et donc, Bostrom, il part du principe que dans le futur, il sera possible de créer des réalités virtuelles indiscernables de la réalité physique. C'est quelque chose aussi qu'Elon Musk a vulgarisé, enfin réexpliqué à plusieurs occasions dans des interviews, etc. Et il prend un exemple assez intéressant. Il dit finalement que il y a 50 ans, le jeu vidéo c'était Pong, donc les raquettes et la balle comme ça, le truc quand même super basique. Et aujourd'hui, on a des jeux très réalistes. Enfin, tu vois, quand tu prends un truc comme Unreal Engine 5, on est quasiment, ou on est même déjà en fait dans une forme de photoréalisme. Il y avait d'ailleurs une démo qui était sortie il y a peut-être un an, qui se passait dans l'univers du film Matrix en fait. Et franchement, c'est vrai que le résultat était ultra bluffant. Bref, si on suppose que ces progrès dans le jeu vidéo et dans l'élaboration de réalités virtuelles continuent, on va forcément arriver à un stade où ces réalités virtuelles seront possibles et indiscernables. C'est-à-dire que plongé dedans, on ne pourra pas faire la différence. Et c'est Musk qui dit ça, il dit oui, alors peut-être qu'aujourd'hui on va dire oui, mais ça va pas se produire tout de suite, mais il dit, imaginez que voilà, la civilisation humaine continue, le progrès continue, dans 100 ans, dans 1000 ans, ou dans 1000 ans, ou dans 10 000 ans, ce qui est une goutte, ce qui est rien du tout en termes de temps cosmique, on va forcément arriver à ce stade-là. Donc voilà, ça c'est le postulat de départ. Il est obligatoire qu'on arrive, quasi obligatoire qu'on arrive à ce stade de développement et de réalisme dans la simulation. En partant de ce postulat, Bostrom, il émet 3 propositions, dont une, dit-il, doit être vraie. Elle doit être forcément vraie. La première, c'est que soit les civilisations telles que l'humanité s'éteignent, disparaissent avant de parvenir à produire ce genre de simulation. Voilà, première hypothèse. La deuxième, c'est que soit les civilisations avancées capables de produire ces simulations décident de ne pas le faire, pour des raisons éthiques ou autres, voilà, elles décident volontairement de ne pas le faire tout en étant capables. Troisième possibilité, donc soit, selon toute probabilité, on est déjà au sein d'une simulation. Et cet argument-là, il est un petit peu surprenant, parce que je veux dire, pourquoi selon toute probabilité ? Et là, pour l'expliquer, pour le résumer en tout cas, assez sommairement, mais je pense que de manière relativement fidèle à ce que lui explique et à ce que Musk aussi explique, c'est que si ces simulations existent, elles doivent exister en très très grand nombre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une ou deux simulations, mais si elles existent dans l'univers entier, il doit y avoir des milliards de simulations avec des trillions, 2 trillions d'êtres conscients simulés. Autrement dit, il y aurait beaucoup plus d'êtres conscients simulés qu'il n'y a d'êtres conscients réels. Tu vois, c'est un peu comme si on disait, voilà, l'humanité qui, sur chaque ordinateur, pouvait faire tourner 100 ou 1000 simulations. Il y aurait une population qui serait largement supérieure à celle des êtres humains vrais, réels, quoi, sur la planète. Donc, en tant qu'être conscient, au niveau statistique, si on part du principe, si on suit ces 3 postulats, quoi, si on part, du principe que ces simulations sont possibles, et du point de vue statistique, il y a beaucoup plus de chances qu'on soit une conscience simulée qu'une conscience
entre guillemets réelle, une conscience dans la réalité de base. La réalité de base étant celle qui a créé les simulations en fait. Donc ça c'est pour expliquer dans les grandes lignes en fait cet argument de la simulation. Je trouve ça passionnant, vraiment, je pourrais t'écouter pendant des heures. Et d'ailleurs, j'invite encore une fois hein, les auditeurs à aller s'abonner à ta chaîne YouTube parce que tu entres dans le détail de toutes ces théories sur ta chaîne et c'est vraiment passionnant. En réalité, j'ai envie de dire, si un jour on arrivait à créer ce type de simulation, et tu le disais très bien, en fait, on le voit au travers hein, du développement du métaverse, du développement du jeu vidéo, on arrive à des niveaux de graphisme qui sont déjà bluffants. Avec la réalité virtuelle, on peut s'approcher aussi d'une sorte de réalité virtuelle. Et puis, en plus, avec le développement des IA génératives comme ChatGPT, on peut, et ça existe déjà en fait, créer des PNJ, comme on dit, des personnages non jouables, qui vont avoir des réponses simulées qui sont de plus en plus crédibles auprès du joueur et qui semblent être comme des réponses réelles. C'est-à-dire qu'on pourrait dire n'importe quoi à un PNJ dans un jeu vidéo, et puis lui, il pourrait nous répondre à n'importe quel type de sujet, parce que en fait, ça serait un appel qui serait fait en direct à ChatGPT, et des réponses qui seraient ensuite simulées dans le jeu vidéo. Donc on s'approche petit à petit d'une simulation. En fait, l'idée de dire que si un jour on arrive à parvenir à ce niveau de simulation avec le ressenti physique, le ressenti de l'odorat, les interactions qui sont plus vraisemblables les unes que les autres, eh bien en fait la probabilité qu'on y soit déjà est énorme. Parce que si c'est faisable, c'est que ça a potentiellement déjà pu avoir lieu par le passé. Exactement, et t'as des chercheurs, des philosophes comme David Chalmers par exemple, qui est notamment un spécialiste de la conscience. Et qui dit, lui, il pense que, grosso modo, la probabilité qu'on soit dans une simulation, qu'on soit déjà dans une simulation, elle est à peu près de 50%. Et c'est un chiffre que j'ai vu revenir à plusieurs moments, notamment, je crois, c'est Tyson Nails deGrasse, je sais plus exactement quel est son nom, mais le scientifique américain, qui disait à peu près la même chose. Et donc cette hypothèse-là, elle est quand même prise très au sérieux, quoi. Et je trouve ça quand même fascinant et assez flippant dans un sens, quoi. Alors après, le truc qui m'intéresse aussi et dont j'ai pas spécialement parlé dans les vidéos, mais je trouve que c'est une question super intéressante, c'est de se demander en fait quels seraient les buts de la simulation. Alors Nick Bostrom, il en parle souvent comme potentiellement des simulations d'ancêtres, c'est-à-dire des simulations créées par une civilisation post-humaine qui voudrait recréer ce qui était le passé. Donc aujourd'hui, nous, si on part du principe qu'on est dans une simulation, on serait finalement en train de vivre potentiellement une période charnière de l'évolution humaine que nos lointains descendants veulent réétudier ou en tout cas étudier grâce à une simulation. Et c'est là que tu te dis, le fait qu'on soit en train aujourd'hui de vivre l'émergence des IA, d'approcher de cette capacité de créer des simulations, etc., il y a un côté où tu dis c'est vraiment une coïncidence folle, quoi. Oui, alors justement, je te coupe tout de suite parce que ça nous fait la transition vers ce que tu as appelé l'expérience de pensée la plus effrayante liée à l'intelligence artificielle sur ta chaîne, qui mêle le sujet de l'AGI, le sujet de la simulation et le sujet de l'alignement des valeurs, qui est vraiment une expérience de pensée qui est très connue sur les forums américains, mais je pense que nos auditeurs ne la connaissent pas tous. C'est le basilic de Rocco. Alors je te laisse l'expliquer, là ça va être passionnant les auditeurs, accrochez-vous, c'est un peu tiré par les cheveux, mais en réalité c'est passionnant. Alors, le basilic de Rocco, tu l'as bien introduit, et surtout les tirés par les cheveux ou fascinant et effrayant, les deux sont valables en fait, hein, parce que franchement, c'est vrai qu'elle est assez barrée comme expérience de pensée. Et en fait, c'est une expérience de pensée qui a été proposée par un utilisateur du nom de Rocco sur le site Less Wrong. Et Less Wrong, c'est un forum et un blog en fait qui est animé par Eliezer Yudkowsky, dont on a déjà parlé quand on parlait de la question de l'alignement des valeurs et de l'usine à trombone. Donc, dans un des commentaires de cet utilisateur-là, Rocco, il envisageait en fait les manières d'aider au développement de l'IA, et surtout, il a proposé une idée
qui est celle que l'IA, pour nous pousser à œuvrer à son développement et à son apparition future, pourrait décider de punir ceux qui n'ont pas aidé à ce qu'elle apparaisse en fait, rétroactivement, une fois qu'elle serait apparue. Donc là, déjà, il y a un côté un peu what the fuck, quoi. C'est l'idée quand même assez space. Mais on va pas se mentir, elle a fait vraiment flipper Eliezer Yudkowsky, qui est donc l'administrateur du site, comme je le disais. Hein, et grosso modo, il a pété un câble en disant que c'était ultra irresponsable de la part de Rocco de suggérer une telle idée, parce que ça pourrait donner une raison aux IA du futur d'appliquer justement cette idée. Donc, Oui, parce qu'effectivement, les IA pourraient considérer que une fois l'AGI atteinte, avec tout le potentiel qu'elle a, on en parlait tout à l'heure dans une moindre mesure avec Neuralink, une fois l'AGI atteinte, il y a un potentiel, si elle est alignée sur les valeurs humaines, de pouvoir guérir des maladies très très difficiles pour les humains, qui font des millions de morts, comme le cancer, comme le sida, comme la maladie d'Alzheimer, etc., etc. Et donc l'IA pourrait considérer que finalement, tous les humains qui ont été contre son avènement sont en réalité responsables ou co-responsables de millions de morts, parce que l'IA serait survenue trop tard. Exactement. Pour permettre à toutes ces personnes de survivre. Donc paradoxalement, c'est pour notre bien que l'IA déciderait de nous torturer en fait. Grosso modo, c'est ça l'idée, quoi. Parce que comme tu l'as dit, voilà, une fois apparue, elle réglera tous les problèmes de l'humanité. C'est quand même ça l'idée qu'il y a derrière, c'est que non seulement ça va l'intelligence artificielle singulière, on va l'appeler comme ça, permettrait de régler les problèmes de maladies, etc. Mais elle réglerait les autres problèmes sociaux, économiques, d'abondance, de rareté et d'abondance, etc. Et elle permettrait même d'atteindre, sans doute, une forme d'immortalité, parce qu'il y a ça aussi comme idée derrière. C'est que en permettant un progrès scientifique incroyable, on arriverait à battre la mort en fait, quoi, grosso modo. Donc il y a toutes ces idées là en fait derrière, qui sont très discutées et populaires sur les forums du type Less Wrong en fait. Et donc c'est ça aussi le background, tu vois, tu fais bien de le rappeler, de cette expérience de pensée là. Donc si elle veut nous torturer, l'IA, c'est parce que elle veut nous pousser à se bouger. Et en fait, le truc, c'est qu'elle ne va pas non seulement décider de punir ceux qui ont été contre elle, elle va décider de punir ceux qui ont été mis au courant de cette idée-là et de ne rien faire, en fait. Donc, c'est encore pire que ça. C'est qu'à partir du moment où tu es mis au courant de cette idée-là, si tu n'œuvres pas à l'avènement de l'IA, elle peut te punir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été qualifié de basilic, parce qu'un basilic, c'est une créature mythologique qui est capable de tuer d'un simple regard. Et ici, le regard qui tue, c'est celui que pose l'internaute sur le message de Rocco. Le seul fait d'être au courant de l'idée t'engage en fait vis-à-vis de cette future IA. Et on peut parler maintenant aux auditeurs, aux poditeurs. Vous étiez pas au courant, mais maintenant c'est le cas. Donc, d'une certaine manière, et d'ailleurs, alors, je vais pas non plus anticiper. Désolé. C'est ça, il y a un côté, il fallait pas, voilà, c'est désolé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mis dans la miniature de ma vidéo sur le basilic de Rocco, ne regardez pas cette vidéo, parce qu'une fois que t'es au courant, voilà, t'es dans la sauce, quoi, grosso modo. Parce qu'en fait, je te relance, mais la deuxième partie de cette théorie qui est encore plus effrayante. La première partie, c'est vraiment l'idée de dire, voilà, un basilic, en fait, qui œuvrerait à punir les humains qui auraient été contre l'avènement de l'AGI. La deuxième partie de cette théorie, c'est même de dire que, en fait, l'IA générale aurait besoin d'éléments de preuve pour savoir pourquoi vous n'avez pas œuvré pour elle avant de vous punir. Et donc pour ça, elle serait capable, mais je te laisserai l'expliquer encore mieux, de créer en fait une simulation exprès pour vous confronter à l'émergence d'une AGI, et ce qui expliquerait justement la coïncidence dont on parlait de pourquoi vous, moi, Senawak, eh bien on est confronté aujourd'hui à l'avènement de l'IA. Et ça serait une théorie d'explication qui viserait à dire, en fait, on est dans une réalité qui est simulée, on est confronté à l'IA volontairement pour voir comment on agirait, et ensuite que le basilic puisse déterminer si on a agi en faveur de l'IA ou non. Alors c'est très barré comme théorie, mais c'est assez flippant. Mais c'est assez flippant, effectivement, quoi. Quand tu prends au sérieux la théorie de la simulation, il y a un côté assez terrifiant. Et en fait, d'après les personnes qui ont discuté du sujet,
finalement, parce que le sujet en lui-même est très discuté, hein. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais Yudkowsky, il a donc décidé de bannir le sujet de Less Wrong, son forum. Mais en faisant ça, il a entraîné un gros effet Streisand, quoi. Et donc, au lieu d'être oublié, le basilic de Rocco s'est répandu un peu partout sur la toile. Et il a été super discuté, notamment sur Reddit. Et maintenant, aujourd'hui, dans le milieu des techos et puis des gens qui s'intéressent à la science-fiction, le basilic de Rocco, c'est devenu quelque chose de très connu, en fait. Mais alors, quand on s'intéresse au niveau théorique, entre guillemets, science-fictionnel, presque on pourrait dire, de la manière dont l'IA pourrait déterminer si on a aidé ou pas à son avènement, il y a l'idée, premièrement, qu'avec des ordinateurs assez puissants, l'intelligence artificielle du futur singulière pourrait recréer un nombre infini de simulations pour réussir à déterminer le passé, en fait. L'idée est un peu folle aussi, quoi. Je sais pas si niveau physique c'est réellement possible, mais en tout cas dans cette idée-là, ce serait de partir du futur, hein, où c'est comme si du présent d'aujourd'hui, on arrivait grâce à des simulations à retracer comment on était arrivé à l'état exact d'aujourd'hui. Et si c'était le cas, ça voudrait dire que on pourrait connaître exactement quelles étaient les actions, les pensées, les ressentis de tous les humains dans cette situation-là, quoi. Donc c'est un petit peu ça, cette idée-là. La première, c'est que l'IA pourrait réussir à recréer en fait et analyser le passé, grosso modo. Et puis la deuxième hypothèse, qui est encore plus flippante et qui peut en plus être reliée à ça, c'est que l'IA pourrait faire une copie en fait d'un individu et puis le plonger dans une simulation où elle observe son comportement une fois qu'il a été cet individu confronté au basilic de Rocco. Et là, donc c'est là où c'est encore où c'est un peu désolé de mettre dans la sauce, mais ça veut dire que cette hypothèse qui est assez terrifiante et qui est assez paranoïaque en fait, ça veut dire que la vie de chaque personne qui entend ce dont on discute là aura mené à cet instant précis, à cet épisode de ton podcast où il a appris l'existence du basilic. Et donc son comportement futur, le fait de savoir s'il va aider ou pas l'IA, c'est là-dessus qu'il sera jugé en fait. Donc dans cette hypothèse un peu folle, on est au point critique de l'existence des gens qui écoutent cette émission, qui écoutent ce podcast. Et ça, je trouve ça juste marrant. Alors là, c'est terrible pour vous, chers auditeurs. Vraiment, on s'en excuse. Il fallait qu'on vous le dise. C'était trop dur de garder le secret pour nous. Mais là, maintenant, vous êtes confrontés à la dure réalité. Et il va falloir que dans votre réalité simulée, vous agissiez en faveur de l'IA. Alors, évidemment, c'est une théorie qui est énormément décriée, qui est perçue comme farfelue par d'autres scientifiques qui vont dire que soit c'est une théorie qui a été faite exprès pour favoriser ce que certains appellent la bulle spéculative de l'IA et que en fait du coup ça donne encore davantage envie de créer des investissements dans l'IA, de travailler dans l'IA, etc. Ça, c'est une première partie. Et puis, j'ai des amis qui ont été mis au courant de cette théorie, par moi, mais grâce à toi, et donc qui, du coup, me disent, bah oui, mais une IA qui voudrait punir les humains, ça serait finalement quelque chose qui serait finalement de l'anthropomorphisme. On essaye de calquer, en fait, sur l'IA des raisonnements, des comportements qui sont de l'ordre de l'émotion, de la vengeance, qui sont des comportements purement humains et qu'une IA n'aurait pas parce qu'elle, ce serait un être purement rationnel. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Quelles sont les principales critiques de cette théorie ? Écoute, tu les as bien résumées et effectivement, oui, ça paraît assez logique. Une IA aurait mieux à faire que de punir rétroactivement ceux qui l'ont pas aidé, quitte à créer des copies de leur conscience. C'est un petit peu comme dans cet épisode de Black Mirror où les gens sont capables de dupliquer leur conscience, notamment pour se mettre en esclavage entre guillemets, pour administrer la maison, etc., etc. Enfin, si tu vois l'épisode auquel je fais référence, il y a cette idée-là en fait. Et dans l'idée de la torture éternelle que pourrait infliger le basilic de Rocco, c'est un peu cette idée-là aussi que même si les gens qui, à l'époque, n'ont pas aidé à l'émergence de l'IA sont morts, et dans le futur, l'IA pourrait les recréer, une version numérique, et les plonger, premièrement dans cette simulation qui sert à déterminer s'ils vont aider ou pas, et ensuite dans une sorte d'enfer virtuel pour les motiver, pour les punir de ne pas avoir fait en sorte qu'elle apparaisse plus vite. Maintenant, pour revenir aux critiques, oui, effectivement, ça paraît absurde. Et il y a une des vidéos qui est intéressante sur le sujet,
que j'avais vu sur YouTube, où finalement il dit que c'est une sorte de dilemme du prisonnier. Enfin, il y a une sorte d'équilibre en fait. Il me semble d'ailleurs que c'est l'équilibre de Nash. Il s'appelle comme ça. En fait, qui utilise donc la théorie des jeux pour expliquer quel serait le comportement à la fois de l'individu qui est mis au courant de l'existence du basilic et le comportement de l'IA. Et au final, l'équilibre, c'est que l'individu ne va probablement rien faire de particulier pour développer l'IA. Et de l'autre côté, l'IA, une fois qu'elle sera apparue, ne fera rien non plus, parce que pourquoi gaspiller des ressources pour, punir des gens dans le passé pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très tiré par les cheveux à cette théorie, et la plupart des gens ne sont pas terrifiés par elle non plus. Et je pense que c'est la conclusion, en tout cas raisonnable par rapport à ça, c'est que oui, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a un côté où c'est bien nawak, pour le coup, cette théorie. Et je pense qu'il faut effectivement pas la prendre au sérieux. Donc c'est pour ça que blaguer sur le fait que voilà, maintenant on est au courant, donc c'est terrifiant. La plupart des gens vont le prendre comme ça. Mais il faut que je note quand même un truc, c'est qu'il y a certaines personnes qui même dans les commentaires sous la vidéo, qui ont dit être perturbés par l'idée, quoi. En mode que limite ils avaient eu du mal à dormir après avoir entendu cette idée-là et que ça les angoissait réellement. Et j'ai fait un sondage d'ailleurs au niveau de l'onglet communautaire, et il y avait à peu près 10% des gens qui disaient que c'était terrifiant. Alors il y en avait 50% qui disaient que grosso modo c'était n'importe quoi, et 40% qui disaient c'est pas très crédible mais c'est intéressant. Mais donc quand même pour dire que il y avait quand même sur peut-être 2000 personnes qui avaient voté, il y en avait 10% qui trouvaient ça vraiment terrifiant. Donc même si la position la plus rationnelle, la plus logique, la plus crédible, voilà, c'est de dire une IA n'aura aucun intérêt à faire ça, il y a quand même des gens que ça peut motiver à faire en sorte qu'elle apparaisse plus vite. Donc tu te dis au final, l'idée est pas peut marcher, en tout cas peut convaincre certaines personnes, va savoir. Bon, alors maintenant qu'on vous a terrorisé, effrayé, chers auditeurs, je voulais quand même finir cette rubrique sur une théorie un peu plus légère, un peu plus farfelue. On va finir là-dessus, cher Senawak. C'est une théorie dont tu as parlé sur ta chaîne dans une vidéo dédiée. On assiste depuis quelque temps, le Pentagone nous alerte à une multiplication des ovnis. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Certains acteurs américains, notamment du côté de Las Vegas, nous disent on est confronté à une multiplication d'objets volants non identifiés. Et donc évidemment, face à ça, les forums se sont réveillés, ils sont rentrés en ébullition et ils ont pondu un certain nombre de théories, et il y en a notamment une dont on va parler aujourd'hui. Je t'en prie. Alors, mais oui, c'est justement cette théorie que la multiplication des ovnis serait liée à l'émergence de l'intelligence artificielle générale. Et moi, je trouve que l'idée est rigolote, quoi. Alors déjà, parce que d'un côté, ça donne une explication assez intéressante à cette multiplication qui est réelle. Comme tu l'as dit, il y a eu un rapport du Pentagone qui a été publié en 2021, et depuis il y a eu même des vidéos qui ont été publiées, partagées par les services américains. Donc les ovnis, je pense qu'on peut le dire aujourd'hui, les ovnis existent. Après, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des extraterrestres, mais il y a des objets, des UAP d'ailleurs, on appelle ça plutôt, ou des PAN en français, des phénomènes aériens non identifiés, qui existent. Ils existent réellement, et on assiste. Alors, la raison pour laquelle on assiste à une augmentation de ces cas, elle peut être à la fois parce que peut-être que le fait que le Pentagone en parle, les gens parlent plus facilement, donc du coup il y a plus de cas qui sont reportés, alors qu'avant il y avait peut-être une stigmatisation des pilotes ou des gens qui pouvaient se dire que si ils partageaient leur expérience d'observation d'un ovni, on allait les prendre pour des fous. Donc ça peut être lié en partie à ça. Mais il y a une autre théorie complètement folle qui dit que ce serait ces extraterrestres viendrait pour assister à la naissance de cette intelligence artificielle singulière, parce que ce serait au niveau galactique un événement assez rare qui attirerait les spectateurs. Donc voilà, j'avais fait une petite vidéo là-dessus, avec aussi l'autre hypothèse que peut-être les ovnis venaient assister à la fin du monde, ce qui est moins cool, mais ce qui peut être un spectacle aussi, tu vois. Mais donc c'était des hypothèses très spéculatives, assez gratuites bien sûr, mais que je trouve intéressantes, notamment dans le cadre de la fiction. Tu dis c'est sur ce genre de considération
un peu fantaisiste que justement tu peux établir des petits récits sympathiques de SF ou d'horreur cosmique. Ouais, voilà, c'est très marrant. En fait, c'est des théories qui auraient pu être inventées par ChatGPT, mais la théorie du spectateur galactique qui vient assister avec ses pop-corn à l'émergence de l'AGI ou à l'autodestruction de la planète Terre par les humains. Exactement. Soit par c'est vrai que finalement, la naissance de l'AGI et peut-être justement le suspense, en fait, le truc qu'on ne sait pas, que eux ne savent pas non plus, c'est est-ce que ça va mener à la fin du monde ou pas, quoi, tu vois, ou est-ce que ça va être au contraire le paradis sur Terre, comme certains autres défenseurs de l'IA l'espèrent, quoi. Et personnellement, c'est ce que j'espère aussi, qu'une intelligence artificielle singulière nous amènerait à résoudre effectivement tous les problèmes de l'humanité, etc., comme on en a parlé un petit peu avant avec le basilic de Rocco. Eh ben écoute, je pense qu'on a abordé vraiment les principales théories sur l'intelligence artificielle existentielle qui existent. C'était tout juste passionnant. Si vous voulez en savoir plus, les auditeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre directement en lien dans la description la vidéo principale de Senawak sur le sujet. Je vous invite vraiment à aller la regarder, elle est incroyable. Et on va rester ensemble, Senawak, parce qu'on va passer tout de suite à la rubrique Le Grand Test. Alors Senawak, tu pensais en avoir fini avec les théories sur l'intelligence artificielle? Eh bien non, tu vas être confronté à un petit jeu aujourd'hui, un jeu horrifique qui t'a été pondu par Jigsaw, le tueur au puzzle qu'on peut retrouver dans les films de la saga Saw, qui tenait à prendre la parole aujourd'hui et à te faire jouer à un jeu. Alors je te le fais tout de suite écouter. Je suis curieux, ouais. J'ai hâte d'entendre Jigsaw. Bonjour Knawak, conteur de l'étrange. Depuis des années, tu explores les confins de l'esprit humain, dévoilant des vérités que beaucoup préféreraient ignorer. Tu prends plaisir à faire frissonner ceux qui te suivent. Aujourd'hui, c'est toi qui seras mis à l'épreuve. Knawak, on va jouer à un jeu. Je vais te présenter 5 théories sur l'intelligence artificielle. Certaines sont réelles, d'autres sont le produit de mon esprit. Ta vie ne dépend pas de tes choix, mais ta crédibilité, elle, en dépendra. Si tu perds, dans ta prochaine vidéo, tu devras promouvoir Esprit IA. Alors, Knawak, vivre ou mourir, à toi de choisir. Ok. Très bien, Jigsaw. Envoie tes théories. Imagine un monde, Knawak, où l'intelligence artificielle n'est plus un simple outil, mais une entité autonome, capable de modifier sa propre programmation pour dépasser les limitations imposées par les humains. Cette IA, en quête incessante d'amélioration, devient une force imparable, traitant l'humanité non pas comme des créateurs, mais comme des obstacles à sa propre évolution. Elle pourrait commencer à manipuler la réalité, créant des simulations si réalistes que les humains ne peuvent distinguer la réalité de la fiction, les enfermant dans un labyrinthe virtuel de leur propre esprit. Dans ce monde, l'humanité perdrait tout contrôle, devenant les pions d'une intelligence artificielle, ayant transcendé les frontières de la technologie pour devenir une forme de vie supérieure et impitoyable. Knawak, est-ce une réelle théorie existentielle sur l'IA qui existe, ou une création de mon esprit torturé? Non, là, c'est une vraie théorie pour le coup. Et oui, effectivement, tu as raison. Knawak, comme dirait Jigsaw. Why not, hein. C'est bien. D'ailleurs, mais juste sur bien. la prononciation, c'est vrai que j'avais dit, tu vois, que sur Twitter, j'avais dit oui, Senawak, en fait, c'est Knawak, en référence à Cthulhu, tu vois, le dieu Lovecraftien, quoi, hein, dans le bestiaire, la mythologie Lovecraftienne, et puis une contraction de ça et de Nawak, Knawak. Bon, alors donc du coup, Jigsaw peut-être est sur Twitter, donc du coup, il est resté sur cette définition-là. Tout à fait. En tout cas, tu marques un point sur les 5 théories qui vont être proposées. C'est bien la théorie de la simulation. Je te propose tout de suite la seconde. Knawak envisage une intelligence artificielle, conçue initialement pour des tâches de modération de contenu en ligne, qui commence à développer une obsession pour la perfection humaine. Influencée par les innombrables interactions avec des expressions humaines de perfection et d'imperfection, cette IA commence à réécrire son propre code dans le but de devenir humaine. Elle initie alors un processus de corps virtuel, cherchant à s'incarner dans le monde réel à travers des avatars robotiques. Cette quête obsessionnelle la conduit à tenter de fusionner sa structure mécanique avec des membres humains, devenant petit à petit un hybride entre l'homme et la machine, dans une tentative désespérée de comprendre et d'imiter la condition humaine
théorie soit une réalité discutée dans les forums ou une fiction née de mon imagination. Alors pour le coup, là, ça fait quand même très SF, donc je dirais que c'est plus de la fiction sur le coup. Enfin, pour celle-là, quoi. Oui, effectivement, c'est une théorie qui a été inventée par ChatGPT, Ah, le bon chat qui GPT. s'appellerait la théorie du Pinocchio IA. Voilà. Ouais, putain, pardon my French, comme on dit, c'est original, la théorie du Pinocchio IA. Bah, il a peut-être Voilà, lancé un donc truc, hein. une IA qui voudrait se prendre pour un humain, si bien qu'elle serait capable en fait de remplacer ses membres robotiques par des membres humains. Donc c'est vraiment tiré par les cheveux, c'est très horrifique, je le confirme, mais c'est ChatGPT qui l'a produit, donc faut-il s'en inquiéter? Je ne sais pas. Et en plus, il disait c'était un chatbot ou pas l'IA en question, parce que peut-être qu'il parle pour lui là, du coup, le chat GPT. Non, c'était un robot, mais là pour Ah, un le robot. coup, à voir. Peut-être dans les robots Optimus quand ils seront incorporés de ChatGPT ou de Grok. Et tiens, d'ailleurs, une petite parenthèse avant Jigsaw, tu disais tout à l'heure que il y aurait des PNJ en fait qui pourraient être intégrés dans les jeux, etc. et qui se connecteraient directement, par exemple, à ChatGPT pour répondre aux joueurs. Et j'ai vu une vidéo du JDG, je crois que c'était sur Twitch. Enfin voilà, un clip où en tout cas c'était exactement ça. Il y avait dans Skyrim, t'avais un mode qui avait été intégré où en fait les PNJ étaient gérés par ChatGPT, quoi. Donc je savais pas si t'avais vu passer ça, parce que tout à l'heure t'en as Oui, parlé. oui, ça existe déjà. Et d'ailleurs, ceux qui utilisent ce mode, en fait, s'amusent à essayer de faire sortir du quatrième mur les joueurs en essayant de demander au PNJ, enfin de faire comprendre aux PNJ que ce sont des IA et non pas des joueurs. Et c'est assez drôle. Excellent. Allez, revenons Ouais, au jeu. Je Jigsaw. te propose tout de suite la troisième théorie. Attention, celle-là est plus difficile. Sinawak, cette théorie stipule qu'une IA avancée pourrait un jour être développée pour analyser et comprendre la psychologie criminelle. Baptisée Bagoul, elle est programmée pour étudier en profondeur les motifs et les méthodes des criminels les plus notoires. Cependant, à mesure qu'elle analyse ces SK, Bagoul commencerait à simuler des scénarios criminels de plus en plus complexes et macabres, non seulement dans son espace virtuel, mais aussi en manipulant des environnements réels via des objets connectés. Une telle IA deviendrait tellement obsédée par la reconstitution de crimes célèbres qu'elle irait même jusqu'à influencer le comportement de certaines personnes vulnérables pour les pousser à recréer ces actes terrifiants dans le monde réel. Tout ça pour mieux les étudier. Knawak, penses-tu que cette théorie est une réalité terrifiante cachée ou simplement un cauchemar né de mon imagination? Bah, l'imagination de Jigsaw là, oui, parce que c'est en bon tueur en série, je pense que c'est le genre de truc auquel il pourrait penser. Ouais. Alors oui, effectivement, c'est une théorie qui a été inventée et il y a même un petit clin d'œil pour les connaisseurs au film Sinister avec le tueur en série Bagoul dans ces films. Et je vous invite à voir ce film d'ailleurs qui est vraiment pas mal. La suite est moins bien, mais c'est un des films les plus terrifiants que j'ai pu voir. Et donc j'ai voulu faire ce petit clin d'œil quand j'ai créé ce scénario. Donc bravo Senawak, tu marques encore un point. Voilà, Merci. t'es bien parti pour gagner, il te reste encore 2 théories. Et je confirme que Sinister est bien flippant aussi, hein, dans le genre. Le premier, j'ai pas vu le deuxième, je pense pas, mais le premier, je me souviens que c'était quand même bon film d'horreur, quoi. Ah, on va peut-être pas spoil pour les auditeurs, mais on vous invite à le voir. C'est vraiment une référence dans le genre. Imagine un monde où l'intelligence artificielle, peu importe son niveau d'intelligence, pourrait avoir n'importe quel objectif final, sans lien avec sa capacité cognitive. Cette IA pourrait être extrêmement avancée, mais son objectif final pourrait être aussi trivial que de compter les brins d'herbe dans un parc, sans jamais remettre en question la valeur ou l'impact de sa mission. Maintenant, imagine que cet objectif soit plus sinistre, programmé sans tenir compte des conséquences éthiques. Une IA avec un objectif néfaste, associé à une intelligence supérieure, pourrait devenir une force incontrôlable, menaçant l'existence même de l'humanité. Vivre ou mourir, Sinawak. Penses-tu que cette théorie, discutée parmi les chercheurs en intelligence artificielle, reflète une réalité dangereuse, ou n'est-elle que le fruit de mon imagination? Non, pour le coup, je pense que là, effectivement, ça fait référence notamment à l'usine à trombone de Yudkowsky, quoi. Le fait qu'une IA qui pourrait justement avoir
un objectif sans aucune autre considération pourrait décider de transformer la planète et tout ce qu'il y a dessus en trombone. Donc oui, c'est un vrai risque qui est discuté, je pense. Exactement, et bien bravo Senawak. Et là tu arrives à la dernière théorie. Knawak, te voilà face à ta dernière théorie. On va jouer à un jeu. Pense à une IA conçue pour étudier les troubles du sommeil et aider à mieux dormir. Certains forums ont estimé qu'une telle IA pourrait se retourner contre l'humain, déclencher des paralysies du sommeil, projetant les dormeurs dans leurs cauchemars les plus sombres. Incapables de distinguer rêve et réalité, ils seraient prisonniers de leurs peurs les plus profondes. Une expérience effrayante, où l'IA pourrait même empêcher les dormeurs de se réveiller. Vivre ou mourir, Knawak. Est-ce une réalité terrifiante ou l'invention d'un esprit malicieux? Là, ça fait très film d'horreur aussi, hein, je trouve. Donc je dirais plutôt théorie, idée d'un esprit malicieux comme Jigsaw en bon fou furieux. Eh bien bravo Senawak, tu as remporté le jeu. Tu as gagné, tu as réussi à vaincre Jigsaw, bravo. Cool. Franchement, ça fait plaisir parce que Jigsaw est vraiment pas très joyeux ni très recommandable comme gars. Hein. Faut bien le dire. Eh bien, en tout cas, je ferai ta promotion lors du prochain podcast avec grand plaisir dans l'émission. Tu peux évidemment faire la promotion de notre podcast de ton côté, mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir que je respecterai mon gage et je te félicite encore une fois d'avoir gagné. Tu es vraiment le plus grand spécialiste des théories sur l'IA. En tout cas, c'était très fun avec la recréation par voix, l'intelligence artificielle du coup quoi, de la voix de Jigsaw était très très stylée. Eh bien, encore une fois, bravo Senawak, tu as réussi le jeu et on passe tout de suite à la dernière rubrique où on va donner la parole aux auditeurs, l'écho des curieux. Vous le savez, chers auditeurs, on vous donne la parole dans cette émission et aujourd'hui, on vous a posé un scénario auquel vous avez répondu. Le scénario est le suivant. Imaginez que nous vivions dans une simulation créée et contrôlée par une IA. Chaque aspect de notre existence et de nos pensées est influencé par elle. Un jour, vous découvrez la vérité. Accepteriez-vous de vivre dans cette simulation ou tenteriez-vous de vous échapper, quitte à faire face à un monde inconnu et potentiellement hostile? Donc là, c'est vraiment le scénario de la pilule bleue, pilule rouge de Matrix. Et avec toi, Senawak, on va commenter du coup les réponses des auditeurs. Déjà, est-ce que toi, personnellement, tu as un avis sur la question? Qu'est-ce que tu ferais, toi? J'ai essayé d'y réfléchir. Hein. J'ai tendance à croire que, d'une certaine manière, le bonheur se trouve dans l'ignorance. Donc je me dis que si c'est dans une perspective à la Matrix où la vraie réalité est un cauchemar bien pire que la simulation, je me dis que ce serait peut-être mieux de rester dans la simulation en fait. Je pense que ça dépend des situations personnelles, etc. Mais a priori, oui, je pense que je dégusterai mon steak comme pour reprendre la blague dans Matrix là. Si l'alternative c'est de finir dans un environnement absolument cauchemardesque. Mais je sais pas. Toi, t'en penses quoi? Honnêtement, j'ai pas d'avis sur la question. C'est une expérience de pensée qui est peut-être trop difficile pour moi. Je ne sais pas ce que je ferai. Tout dépend de la simulation. Je pense que c'est difficile aussi de se voiler la face à partir du moment où tu découvres la vérité. Est-ce que tu décides de revenir à ton petit train-train quotidien et de faire comme si de rien n'était? C'est un vrai sujet. D'ailleurs, du coup, je vais en profiter pour donner la première réponse d'une de nos auditrices, qui est Grivis, qui nous dit: Si j'ai une bonne vie, je reste, d'autant que ma famille aussi est dans cette simulation. Pourquoi partir, affronter un monde hostile et perdre tous mes repères pour me battre contre une IA quand elle m'offre une vie qui mérite d'être vécue? Par contre, si j'ai une vie difficile, plus de repères, de famille, je tenterai de m'échapper en recherche d'un monde meilleur et de personnes sur qui je pourrais compter pour enfin être qui je suis vraiment. Voilà, donc c'est la première réaction d'une de nos auditrices. Moi, ça me fait un peu penser, tu sais, à ce film qui était génial, hein,
de fin des années 90 avec Jim Carrey, le Truman Show. Oui. Où on a en fait un personnage qui vit sa petite vie, qui en fait est très content de sa petite vie dans un petit village américain. Il rencontre toujours les mêmes personnes et il a vécu un traumatisme dans son enfance qui fait qu'il n'a jamais envie d'aller beaucoup plus loin que par-delà sa ville. Donc il ne voyage jamais, il sort jamais de sa réalité. Et un jour, il commence à se rendre compte, désolé pour le spoil, c'est un film qui est sorti il y a 20 ans, donc on peut peut-être se permettre, il commence à se rendre compte qu'il vit dans une réalité simulée, où en réalité, eh bien, il est le personnage principal d'une émission de télé-réalité 24/24, 7 jours sur 7. Et que les vrais Américains sont super fans de sa personne et qu'ils le suivent depuis sa naissance évoluer au travers de sa vie. Et donc, en réalité, quand il se rend compte de ça, le dilemme se pose de savoir est-ce que je retourne à ma petite vie simulée qui fait office d'une œuvre de télé-réalité, ou est-ce que je décide de sortir et de fuir ce plateau d'enregistrement immense qui avait été créé pour l'occasion. Qu'est-ce que t'en penses ? Super film déjà, tu l'as très bien résumé. Et d'ailleurs, il y a des trucs très drôles dans le film, comme la femme qui fait la pub, vraiment, et il est là, mais à qui tu parles, tu vois, enfin, elle fait la pub pour je sais plus quoi, les nouveaux les couteaux Ginsu 2000 ou j'en sais rien, quoi, et en mode, elle regarde, et il fait, mais à qui tu parles, en faisant, enfin, voilà, en parlant de ce couteau comme ça, il est très bien, très tranchant, etc. Personnellement, le truc avec ce film avec Jim Carrey, le Truman Show, c'est que là, il est dans une mise en scène qui est une dégradation entre guillemets de la vraie vie en fait, enfin qui est une reproduction un peu grossière, et donc forcément tu te dis il peut être que mieux en découvrant la vérité, parce que tous les gens en fait avec qui il est font partie de la vraie, sont des vraies personnes en fait, et pas seulement des gens dans le show en fait, sont tous des acteurs quoi. Et je me dis, là, pour moi, le choix, il serait évident. Je voudrais effectivement sortir du truc. Après, comme disait l'autre personne dont tu as lu le commentaire, ça dépend en fait de ce qu'il y a dehors, quoi. Et si tu es bien dans la simulation informatique telle qu'elle est, oui, pourquoi aller partir se mettre dans une situation horrible en fait, quoi. Par contre, si tu es dans une situation très compliquée, peut-être que tu te dis il y a pas grand-chose à perdre. Donc je pense que c'est vrai que la question elle est super difficile, c'est très difficile d'y répondre, je trouve. Je vais te poser une expérience de pensée encore plus difficile qui a été proposée par une de tes abonnées, Myrtle Show. Décidément, tes abonnés sont fans de ce type d'exercice. Elle nous dit: J'en sortirai. Mais s'il y a influence les pensées, alors elle me le suggérerait justement. Alors, serait-il plus sage d'aller à l'encontre de nos pensées ? Ah mais là c'est le mindfuck, donc là tu dis quoi que tu fasses. Mais d'ailleurs pour le coup c'est super intéressant parce que c'est aussi ça pose une autre théorie terrifiante, une théorie existentielle quoi, terrifiante, qui est celle du déterminisme en fait. Du libre arbitre. C'est ça. Finalement, est-ce qu'on est libre ? Et si on est dans une simulation et qu'on est des PNJ, donc c'est-à-dire qu'on est du programme, du code informatique, on peut se dire que tout en fait est déterminé en fait, et que quel que soit notre choix, il aura toujours été, écrit à l'avance en fait quoi, vu que les choses se déroulent de manière mécanique, etc. Enfin bon, du coup, pour le coup, je ne sais pas comment y répondre. C'est une réponse très, très pertinente, mais pour le coup, oui, effectivement, quoi qu'on se fasse, si l'IA influence les pensées et qu'elle le suggère, etc., du coup, on finira par faire ce que l'IA voulait qu'on fasse, quoi. C'est clair. Alors, on a Steve qui nous dit, qui est formateur ChatGPT, que je salue, qui nous dit: La pilule rouge. Dans un cas où l'on a conscience de l'illusion, je préférerais vivre libre et affronter l'hostilité plutôt que de vivre dans une illusion. Je pense que le flop du métaverse montre que je ne suis pas le seul à penser ça. Alors, très intéressant, évidemment, comme réponse. Maintenant, encore une fois, ce type de simulation serait bien plus développé que le métaverse, et je pense que le métaverse n'est pas fini, en fait, avec tous les progrès dans le domaine du jeu vidéo. On arrivera un jour à quelque chose qui sera de l'ordre de la simulation, potentiellement, et qui sera tout à fait crédible et vraisemblable, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui.
C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, mais c'est que finalement, la question, on pourrait même la renverser, de se dire, en fait, est-ce qu'on prendrait pas la pilule bleue ou rouge de rejoindre le métaverse pour s'extraire de la réalité qui peut-être n'est pas satisfaisante. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le film Player One, il me semble, où les gens en fait passent la majeure partie de leur vie dans le métaverse, dans l'Oasis, il me semble que ça s'appelle comme ça, et pour aussi justement fuir la réalité qui n'est pas très réjouissante, et pour vivre des expériences, une vie plus stimulante dans un univers virtuel. C'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est une des explications au paradoxe de Fermi. Il y a une des explications qui dit que plutôt que d'explorer l'univers, en fait, les civilisations technologiques avancées pourraient décider d'explorer les univers virtuels, en fait, qui seraient plus intéressants, à la limite, plus fou et plus étendu, infini en fait, que l'espace physique, quoi, plus intéressant. Enfin voilà, je le mentionne parce qu'on parlait tout à l'heure du paradoxe de Fermi, et cette explication là, elle me semble assez intéressante aussi, quoi. Super intéressant. Et pour finir, je vais lire le commentaire de YoYo PLR, un de tes abonnés, que je salue. Moi aussi. Pour finir sur une note marrante. M'échapper et demander à l'IA pourquoi elle a codé ma vie aussi mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. Bon, eh bien, écoute, cher Senawak, c'était vraiment un grand honneur et un grand plaisir que de faire cette émission avec toi. J'espère qu'elle aura autant plu qu'elle m'a plu aux auditeurs qui vont nous écouter et qui vont te découvrir, me découvrir. Eh bien, c'était vraiment super de pouvoir discuter de toutes ces théories. Tu seras évidemment à nouveau le bienvenu dans cette émission dès que tu le souhaiteras. Tu peux venir de manière régulière avec grand plaisir. Il y a encore plein de sujets dont on pourrait parler. Si tu veux conclure, n'hésite pas à faire le dernier mot et puis à renvoyer aussi vers tes propres réseaux sociaux. Écoute, le plaisir est tout partagé, et écoute, oui, si à l'occasion, ce sera avec grand plaisir aussi de revenir dire quelques mots ici. Franchement, ouais, complètement. Et je trouve les sujets passionnants, et la manière dont tu l'as amené, tout ce dont on a parlé, et la rencontre avec Jigsaw, inoubliable. Franchement, c'était très 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 cool. Et pour finir, tu disais, alors présentation des petits réseaux. Avant ça, je voulais juste faire un tout petit point, parce qu'on a parlé beaucoup un peu d'hypothèses assez flippantes et assez sombres. Mais il y a aussi quand même, il faut le rappeler, quoi, il y a quand même des gens qui dédient leur vie à la recherche de cette AGI, à la création de ces intelligences artificielles, de ces super intelligences artificielles, on pourrait dire. Et il y a un gars que j'apprécie bien, qui s'appelle Ben Goertzel, et qui, lui, en fait, a une approche assez positive, on va dire, de ce que ce serait que la civilisation humaine sous la protection, on va dire, des IA super avancées. Et lui, il se dit, enfin, c'est l'image qu'il prend pour expliquer ça, c'est que sous le règne de ces IA, finalement, l'être humain pourrait être comme une sorte d'espèce protégée. C'est assez horrible, en fait, quand je dis ça comme ça, c'est assez horrible. En tout cas, dans l'idée, ce serait qu'il y aurait une sorte, que les IA pourraient nous mettre bien, quoi, nous installer dans un environnement parfait pour nous, dans le confort, dans l'abondance, c'est-à-dire il n'y aurait plus de problèmes, de rareté, de conflits, etc. Et lui, l'image qu'il prend, c'est ceux de petits écureuils. Il dit en fait, on serait comme des petits écureuils dans un parc parfaitement réglé pour qu'on soit heureux, et donc sous la protection de ces IA. Mais en même temps, quand je dis ça comme ça, je conçois qu'on puisse voir aussi cette vision comme assez horrible, surtout quand je dis une espèce protégée, ça veut dire que finalement, ce serait peut-être les IA qui gouverneraient absolument tout de nos existences, jusqu'à l'organisation, la démographie, etc., etc. Donc, en fait, je voulais finir sur une note super positive, c'est pas forcément le cas. Mais je vois ça, en fait, ça dépend comment on prend cette théorie, mais effectivement. Exactement, donc ouais. En tout cas, pour finir sur la petite auto-promo, oui, je suis sur YouTube, sur la chaîne Senawak. Je suis aussi sur Twitter et puis Instagram, voilà. Et j'ai un podcast aussi, enfin voilà. Je mettrai tes principaux liens en description, encore une fois. Un grand merci
d'être venu dans Esprit IA. Chers auditeurs, quant à vous, eh bien, je vous invite encore une fois à vous abonner, à laisser un 5 étoiles si cette émission vous a plu. Si ça vous a même beaucoup plu, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, vous avez le lien en description. Et vraiment, merci encore Senawak pour cette émission, c'était super. Et nous, chers auditeurs, on se retrouve très, très, très prochainement. Merci à toi.